Il est 11 heures. Bonjour à tous. Alors, vous êtes plus de 330 inscrits à ce nouveau webinaire d'UrbisMag. Merci de votre fidélité. Notre invitée de ce matin est Isabelle Barraud-Serfati, la fondatrice du cabinet de conseil IBCity. Si vous n'en avez jamais entendu parler, le travail de cette économiste urbaine va vous surprendre. Elle applique en effet à la ville une grille de lecture économique qui tranche avec les façons habituelles d'aborder les problématiques urbaines. C'est ce qu'elle a fait avec le trottoir, dont elle analyse les mutations au gré des transitions numériques et écologiques qui sont bien caractéristiques de notre époque. Vous allez voir, une multitude d'acteurs, principalement privés, a déjà envahi nos trottoirs. Et ce n'est que le début. Je suis sûre que vous ne considérerez plus de la même manière ces morceaux d'espace public après ce webinaire. Isabelle, je vais vous donner la parole pour une trentaine de minutes, puis vous pourrez répondre aux questions posées par écrit par nos participants. C'est à vous. Très bien, bonjour à tous et merci Vanessa pour cette invitation. Moi, je suis ravie d'être ici et de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet du trottoir que je trouve effectivement absolument passionnant. Et puis, j'attends surtout avec impatience vos questions en espérant pouvoir y répondre. Donc, Vanessa l'a dit, je suis effectivement consultante en économie urbaine au sein d'une structure que j'ai fondée qui s'appelle IBCity. Et ce que je fais, c'est que j'importe des outils de l'analyse stratégique dans le champ de la fabrique urbaine. Et je travaille notamment beaucoup pour des collectivités locales. En particulier, je travaille en ce moment pour une étude sur les rues de demain pour la direction de la prospective du Grand Lyon. Je travaille aussi pour des aménageurs, des promoteurs et plus largement pour l'ensemble des opérateurs de la ville. Et puis, j'enseigne également à Sciences Po au sein de l'école urbaine sur la coproduction publique-privée et les nouveaux modèles économiques urbains de la ville. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer sur mon support de présentation. Et puis, je vais m'arrêter un petit peu sur le titre du webinaire d'aujourd'hui, qui fait le trottoir, qui peut certes paraître un peu provocateur, mais qui dit deux choses importantes sur la manière dont je vais aborder ce sujet sur le trottoir. Est-ce que vous voyez bien les slides? Alors, c'est bon pour le basculement? OK. Alors, ce que dit le titre qui fait le trottoir, c'est deux choses. C'est d'abord que je vais vous parler spécifiquement du trottoir et pas de l'espace public. Alors, ceci peut paraître anodin, et pourtant, vous remarquerez que le trottoir est un peu le grand oublié des discours sur la ville, jusqu'à en tout cas il y a très récemment. Et les urbanistes notamment parlent surtout d'espace public. Une des raisons étant précisément le fait que le trottoir est souvent assez mal vu parce que, c'est le titre du séminaire, il est souvent associé à la prostitution ou à la vie dans la rue. Or, il me semble que parler de trottoir plutôt que d'espace public présente deux avantages. Le premier avantage, c'est qu'il permet de mettre de côté la dimension de mobilité, ce qui circule sur la chaussée, la voiture finalement, pour se concentrer sur la dimension plus immobile de la rue, qui est tout aussi importante. Et puis, il permet aussi de mettre de côté la dimension symbolique que véhicule la notion d'espace public. Alors évidemment, cette dimension symbolique, elle est extrêmement importante et je ne l'oublie pas. Mais ce que je vous propose, c'est de la mettre de côté le temps de cette présentation pour voir que le trottoir, c'est aussi un espace et un objet économique et que cela apporte un certain nombre de conséquences dont il faut, je crois, avoir conscience. Alors, ce que dit aussi le titre, c'est qu'effectivement, ce qui va m'intéresser, c'est qui fait le trottoir. Et notamment, je vais m'intéresser à ceux qui sont les opérateurs de ou dans la rue, avec une conviction, c'est que cette focale sur les opérateurs, qui est effectivement, comme le rappelait Vanessa, un peu inhabituelle pour un sujet comme celui-ci, permet de détecter des évolutions significatives sur les rues de demain. Alors, le piéton. Je n'oublie pas le piéton. Mais là aussi, je vous propose de le mettre un peu de côté le temps de cette présentation. D'abord parce que d'autres en parlent beaucoup mieux que moi. Et je pense notamment à l'article d'Olivier Razemont il y a quelques jours dans Le Monde. Et puis, je crois que prendre le contre-pied, ce qui est le cas de le dire, du piéton, ça permet de faire un pas de côté, de décaler le regard et de voir des choses un petit peu différentes. Alors, je vais revenir maintenant sur le vif du sujet, le trottoir. Alors, moi, je me suis prise de passion, littéralement de passion pour le trottoir il y a 3 ans, à la suite de la lecture d'un livre que vous connaissez peut-être, qui est sorti en 2007 chez Gallimard, qui avait été beaucoup populaire à Noël, et qui a été écrit par Antoine Compagnon, professeur au Collège de France. Donc ce livre, c'est Les chiffonniers de Paris. Et Antoine Compagnon
fait du chiffonnier la métaphore du poète qui transforme la boue en or et montre dans ce livre comment cette figure irrigue toute la littérature du 19e siècle. Mais ce qui va nous intéresser ici dans ce livre, c'est qu'en fait, il rappelle que le trottoir est en fait un objet urbain relativement récent. Alors, il existait certes des trottoirs à Pompéi, mais ils disparaissent ensuite du paysage des villes européennes et ne font véritablement leur réapparition qu'au début du 19e siècle. Et avant l'arrivée du trottoir, ce qu'on voyait le long des rues, et c'est ce que montre l'image à gauche sur la couverture, c'est des bandes qu'on voit encore dans certaines villes. Et c'était au pied de ces bandes, justement, qu'opéraient les chiffonniers avec leurs crochets et leurs pentes. Et s'il y avait des chiffonniers, c'est parce qu'au fond, les rues d'avant le trottoir étaient très sales, au point qu'on avait ce que montre la gravure de droite, des décrotteurs, dont la devise était « passer payé », avec ces décrotteurs qui aidaient les dames élégantes à traverser la rue en passant sur leurs planches, moyennant rémunération. Et justement, c'est la saleté des rues, combinée à des enjeux de salubrité, et notamment à l'épidémie de choléra, dont chacun sait maintenant qu'elle est survenue en 1832, qui explique entre autres la création des trottoirs, avec notamment une loi de 1845 qui acte leur généralisation. Donc, cette date, hein, on la voit ici sur cette frise, elle montre que le trottoir il coïncide avec la constitution des grands réseaux urbains qui se structurent à cette époque, notamment à Paris, en particulier les réseaux de gaz et d'eau. Et cette coïncidence, elle est vraiment au sens propre, puisque ce sont les trottoirs qui permettent d'accueillir dans leur fond la quasi-totalité des réseaux. Ce que vous voyez en dessous avec, par exemple, justement, toutes les plaques qui marquent l'emplacement des points d'accès au réseau, ou ici, ces traits qui signalent l'emplacement des réseaux souterrains. Et de ce fait, eh bien, le trottoir, il peut être vu comme le symbole de la ville des infrastructures, au sens où ces grands réseaux structurent le fonctionnement des villes depuis lors, en tout cas en France. Mais ces infrastructures, ces grands réseaux, s'ils sont toujours aujourd'hui nécessaires pour délivrer les services urbains, on voit bien que de plus en plus, de nouveaux acteurs jouent un rôle clé dans la délivrance des services aux habitants des villes. Il s'agisse par exemple de la mobilité ou du commerce, et ces acteurs, eh bien, ce sont les plateformes numériques. Et vous le savez, l'une des plus importantes d'entre elles, Alphabet, la maison mère de Google, a créé en 2016 une filiale dédiée aux affaires urbaines qui a notamment développé le fameux projet controversé de Toronto, dont vous voyez ici une image à l'écran, un projet qui a été abandonné il y a un an précisément, en mai dernier. Et cette filiale dédiée aux affaires urbaines créée par Google, elle s'appelle Sidewalk Labs, ça veut dire les laboratoires du trottoir. Et au fond, c'était en ayant en tête justement le nom de cette filiale et en lisant le livre d'Antoine Compagnon que tout d'un coup, il m'est apparu comme une révélation que le trottoir, en fait, il symbolise aussi bien la ville des infrastructures que la ville des plateformes et que le trottoir est peut-être l'objet urbain qui incarne le mieux les mutations de la ville. En plus, le trottoir, c'est un objet qui est absolument passionnant du point de vue de la dimension publique-privée puisqu'il est de fait assez hybride. Mais surtout, en faisant un certain nombre de recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un tas de travaux, notamment aux États-Unis et au Canada, qui pointent les mutations qui sont à l'œuvre autour du trottoir, d'où mon injonction que j'emprunte à un journaliste américain qui avait donné le titre à l'interview réalisée par Vanessa, pour lire l'avenir des villes, regardez le trottoir. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est d'apporter une précision, de faire 3 constats et de formuler une interpellation. Alors, tout d'abord, une précision. Alors, je ne vois pas, mais j'espère que tout va bien, que vous m'entendez bien et que vous voyez bien les slides à l'écran. Donc, tout d'abord, une précision de quoi je vais parler. Moi, je vais employer le mot trottoir dans un sens assez large qui désigne en fait la zone comprise entre la façade des immeubles et la chaussée, mais qui comprend aussi la bande de stationnement. Alors, je vais parler de trottoir ou de bordure de trottoir. Encore une fois, de manière assez élargie, il y a aussi la notion de frontage qui peut être employée, joignant cette bande de stationnement, justement. Et ça renvoie aussi à la notion de curb, qui est un mot qu'on va beaucoup trouver aux États-Unis et au Canada, qui, selon les cas, va désigner soit la ligne de démarcation entre la chaussée et le trottoir, soit l'espace qui englobe une partie du trottoir et de la bande de stationnement. Ce que vous voyez ici en jaune, dans cette image en fait qui est ici de travaux sur le curb management dans une publication du NACTO, puisque donc aujourd'hui, j'y reviendrai, il y a beaucoup de réflexions autour de ce qui s'appelle justement le curb.
Et puis, dernière précision, moi, je vais surtout parler du trottoir en milieu urbain dense. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le trottoir, il est typiquement urbain. Quand il n'y a plus de trottoir, c'est souvent qu'on n'est plus en ville. Alors, je vais passer maintenant au constat. Le premier constat, c'est l'intensification des occupations du trottoir ou de ce que l'on appelle parfois, lorsque ces occupations sont indésirables, l'encombrement du trottoir. Cette problématique de l'encombrement du trottoir, qui revient régulièrement, en réalité, elle est très ancienne. Et je vous renvoie en particulier à un texte de 1882 qui est assez amusant, où un architecte belge se plaignait en arrivant à Paris de la présence des voitures à bras et des poussettes qui venaient de faire leur apparition et était scandalisé qu'on enferme les enfants dans des petites voitures hermétiques. Et au fond, l'encombrement du trottoir, il évolue au fil des mutations qui saisissent les villes. Alors, on a bien sûr les occupations traditionnelles du trottoir que vous connaissez, les terrasses de café, les étals de magasins, le mobilier urbain par exemple. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont, et c'est les petites vignettes en bas, ce sont de nouveaux encombrements liés aux nouvelles mobilités et à la logistique urbaine. Et ces nouveaux encombrements, ils sont directement un effet de la transition numérique. D'une part, parce qu'aujourd'hui, la plupart des habitants des villes ont désormais un super ordinateur dans leur poche, le smartphone, et peuvent être géolocalisés, d'où les nouvelles offres de mobilité, et notamment de micromobilité. Et d'autre part, à cause du e-commerce, qui est aussi directement un produit du numérique. Et puis, ces nouveaux encombrements sont aussi directement un effet du numérique, car les opérateurs qui sont derrière ces offres, eh bien, ce sont souvent des plateformes bifaces, avec un modèle économique bien particulier, qui les conduit à chercher à optimiser les effets de réseau en inondant le marché, d'où des phénomènes, par exemple, soudains et massifs d'encombrement par les trottinettes. Mais on a aussi les préoccupations environnementales, et notamment, plus largement, les enjeux de transition écologique qui conduisent à l'apparition de nouveaux objets sur le trottoir, avec tout un enjeu autour du végétal et du rafraîchissement de la ville, avec par exemple des fontaines rafraîchissantes, des brumisateurs d'air, des arbres, des îlots de fraîcheur, mais aussi tout ce qui va être lié à des mobilités plus vertes, comme les bandes de recharge électrique pour les voitures ou les vélos, ou encore ce qui va être lié à l'économie circulaire, autour de la collecte des déchets, de micro-bandes de compostage, ce que vous voyez ici, ce sont des projets qui viennent d'être lauréats de Urban Lab, ou des kiosques. Ce que vous avez ici, c'est une photo à Meudon, pour permettre des circuits courts alimentaires. Et évidemment, ces occupations devraient s'accentuer. Et puis enfin, ce qu'on voit en bas, c'est que la pandémie a généré de nouvelles occupations du trottoir qui évoluent au fil des fluctuations de l'épidémie. Il est successivement devenu l'espace ouvert en bas de chez soi pendant le premier confinement, lorsqu'on ne pouvait pas sortir à plus d'un kilomètre de chez soi. Et alors, toutes les villes du monde des habitants réclamaient leur élargissement. Puis c'est devenu la salle d'attente du commerce, je reprends l'expression de Mathieu Chassinier de l'ADEME, c'est devenu surtout depuis le début du deuxième confinement le click and collect, et ça va sans doute se généraliser là, à partir d'aujourd'hui avec ce troisième confinement. Et puis aussi, entre deux confinements, c'est devenu le lieu pour les terrasses des restaurants pour permettre de continuer leur activité. Et puis enfin, depuis quelques mois, on va aussi trouver des installations sanitaires pour ce type. Et donc, ces nouvelles occupations, un changement de fonction du trottoir. Alors qu'au fond, le trottoir, il était appréhendé uniquement comme le vis-à-vis de la chaussée pour les voitures, le trottoir pour les piétons. Il doit être de plus en plus appréhendé dans cette dimension d'immobilité autour de trois nouvelles fonctions. J'en ai parlé, c'est notamment du point de vue des municipalités que le trottoir est sans doute l'espace de la ville qui est le plus résilient. Ce qu'on vient de voir donc, avec la pandémie, mais aussi avec les enjeux pour répondre à la crise climatique. Une deuxième fonction, elle, doit être davantage envisagée du point de vue des habitants. C'est que le trottoir devient de plus en plus le lieu de nouvelles pratiques habitantes. L'espace, comme on dit parfois, se méditerranise, au sens où on vit de plus en plus sur le trottoir, et il devient un prolongement du domicile. Et sans doute cela entraîne l'émergence de la figure du riverain. Peut-être que ça peut être un petit débat l'emporterait sur le piéton. Et enfin, une troisième fonction se révèle lorsqu'on prend le point de vue des opérateurs de la ville. Le trottoir apparaît pour ces opérateurs de plus en plus comme nous. Alors, c'est là-dessus que je vais m'arrêter. Avec ici une photo, c'est la rue
Guichet, qui est intéressante parce que c'est par ailleurs la rue sur laquelle passait autrefois l'ancien grand égout de Paris qui a justement été comblé à la fin du XXe siècle. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'au fond, c'est le trottoir qui constitue évidemment une ressource clé, mais plus précisément, on a certaines parties du trottoir qui constituent une ressource clé pour certaines catégories d'opérateurs. Par exemple, la partie devant les portes d'entrée des immeubles, en jaune, elle est particulièrement utile pour les livreurs à domicile. Tandis que des opérateurs comme Uber vont plutôt s'intéresser à la partie en orange, la bordure de trottoir, ou que les restaurateurs vont surtout s'intéresser à la bande de stationnement en violet. Donc, on pourrait dire, dis-moi quelle partie du trottoir t'intéresse, je te dirai qui tu es. Ça, c'était donc sur ce premier constat. Les occupations du trottoir s'intensifient et se multiplient, et par ailleurs, le trottoir devient une ressource clé. Deuxième constat, c'est le fait que le trottoir est essentiellement un espace physiquement en quantité limitée pour une rue donnée. Alors certes, on peut l'étendre un petit peu, notamment en considérant que le rez-de-chaussée d'immeuble peut devenir un prolongement du trottoir. Je vous renvoie notamment ici aux réflexions sur le rez-de-ville et sur l'idée de socle actif, avec notamment les travaux développés par David Mangin. Et puis, on peut certes aussi transformer des places de stationnement pour d'autres usages, ce qu'on voit sur l'image de droite, avec notamment le projet de la ville de Paris qui ambitionne de supprimer la moitié des places de stationnement. Mais il n'en reste pas moins que le trottoir reste une ressource physiquement limitée. Et donc, l'intensification des occupations du trottoir que j'évoquais en premier constat, elle a une conséquence, le trottoir devient rare. Et c'est peut-être le message clé à retenir de mon intervention, car cela apporte un certain nombre de conséquences fondamentales sur lesquelles on va revenir. Donc ça, c'était le deuxième constat. Troisième constat, c'est l'ajout d'une couche informationnelle. Alors, de plus en plus, l'accès à l'espace public passe par l'accès à l'information sur l'espace public. Or, cet accès à l'information sur l'espace public, eh bien, il est souvent opéré par des plateformes, comme Google Maps, par exemple, notamment des plateformes qui ont développé des modèles sophistiqués de gratuité, on pourra y revenir, qui les rendent incontournables. Et bien souvent, ce sont ces acteurs-là qui qualifient désormais l'espace public. Alors, c'est ce qu'on voit par exemple à gauche, où Waze, hein, qui est la cousine de Google Maps, en fait, identifie dans certains pays, comme Israël ou le Brésil, des zones qui sont considérées comme dangereuses et va proposer des itinéraires qui les évitent. Et puis, je vous renvoie aux articles de Vraiment qui montrent comment Google Maps définit la centralité des villes. Ce qu'on voit aussi, ça c'est l'image du milieu, c'est le fait que de plus en plus, avec le développement de l'intelligence artificielle, l'information porte de plus en plus, non pas seulement sur l'espace, mais sur les personnes qui circulent sur cet espace. Et on en a beaucoup parlé, notamment s'agissant justement des règles de distanciation physique. Et puis enfin, ce qu'on voit au Canada et aux États-Unis, c'est l'image qui est à droite, c'est le développement d'une nouvelle discipline que j'ai un peu évoquée tout à l'heure, donc qui s'appelle le curb management, le management de la bordure de trottoir. On voit que certains acteurs, notamment des acteurs privés, et en particulier Cord, qui est justement une filiale de Sidewalk Labs, numérisent les informations sur le trottoir, c'est-à-dire vont numériser les réglementations, les occupations en temps réel, les caractéristiques physiques du trottoir, et ils vont proposer d'organiser l'appariement, le matching, entre un besoin de trottoir à un moment donné et une disponibilité de trottoir à un moment donné. Et donc, on voit bien que cette dimension de temps réel est extrêmement importante et cette gestion dynamique de la bordure de trottoir permet justement d'optimiser l'usage du trottoir, de pallier sa rareté, avec l'idée que ça va permettre de servir plus de fonctions à plus de gens à différents moments de la journée. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps maintenant sur le curb management, mais il y a énormément de travaux passionnants qui ont lieu aux États-Unis. Je pense que c'est en train d'arriver en France et je vous propose, si vous avez des questions, d'y revenir dans le cadre des questions. Alors, j'espère que vous suivez toujours, c'est toujours un peu frustrant de ne pas vous voir, mais le troisième constat donc, de cet ajout d'une couche informationnelle, eh bien, il me semble qu'il oblige à élargir l'approche qu'on a du trottoir. Le trottoir, c'est bien sûr une couche physique, mais c'est aussi une couche servicielle, au sens où ce sont l'ensemble des installations sur les trottoirs qu'on a vu tout à l'heure qui permettent de rendre des services aux habitants des villes, par exemple le mobilier urbain ou les bornes de recharge ou de collecte. Et puis, on vient de voir, c'est aussi une couche informationnelle. Et donc, ce qu'on voit
c'est que sur chacune de ces 3 couches qui composent le trottoir, eh bien, interviennent tout un tas d'opérateurs qui peuvent intervenir plutôt en amont, sur les étapes de fabrication, ou plutôt en aval, sur la gestion, les usages, au plus près justement de cet habitat usager. Et donc, ce 3e constat, c'est vraiment l'idée qu'on assiste à un foisonnement des opérateurs de ou dans la rue, et que ces opérateurs sont très variés. C'est ce que vous avez dans la légende à droite. Hein. On va retrouver aussi bien les collectivités locales, mais aussi des opérateurs urbains historiques, comme les promoteurs ou les entreprises de services urbains. Mais ces opérateurs urbains historiques peuvent faire évoluer leur positionnement. Et puis, on va trouver aussi de nouveaux entrants, comme les acteurs notamment de l'économie numérique, mais aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ces 3 constats, ils amènent, me semble-t-il, à se poser une question. Et si le trottoir était un secteur en voie de disruption? Alors évidemment, cette question, elle est provocatrice. Hein, le trottoir, ça n'est pas un secteur. Et puis, le terme de disruption, il est très connoté. Mais néanmoins, l'idée, c'est vraiment d'alerter sur le fait qu'il y a, me semble-t-il, plusieurs facteurs de déstabilisation qui sont réunis, qui pourraient bouleverser les trottoirs. Donc, le premier facteur de déstabilisation, c'est le fait que, on l'a vu, on a un foisonnement d'opérateurs qui sont difficiles à gouverner, parce que les opérateurs de la rue sont à la fois très hétérogènes et très évolutifs, parce que certains acteurs, et notamment les plateformes sur la couche informationnelle, ont tendance à se positionner au plus près de l'habitat usager, dans une logique très usager-centrique, et à préempter la relation avec la collectivité locale, avec, comme je le disais, le fait qu'en plus de ça, pour beaucoup de ces acteurs, on a une sorte de cap d'invisibilité du gratuit qui les rend incontournables. Et puis, tous ces acteurs du trottoir et de la rue fonctionnent selon des logiques écosystémiques, au sens où ils sont multiples, hétérogènes, mouvants et surtout interdépendants. Et il est beaucoup plus difficile pour les collectivités locales de gouverner des écosystèmes urbains que des acteurs dans des relations bilatérales comme elles étaient habituées à le faire jusqu'à présent, par exemple, s'agissant de marchés publics ou de délégations de services publics. Le 2e facteur de disruption, c'est le fait qu'on a une gestion de la rue qui est éclatée, d'abord au sein des différents services au sein d'une collectivité locale. Par exemple, ce qui va concerner le trottoir ou la rue, ça va être éclaté entre les directions de la mobilité, de l'urbanisme, de la propreté, de la voirie, de la tranquillité publique, de la sécurité, etc. Et puis, ça va être aussi éclaté lorsque, par exemple, dans les métropoles ou dans des agglomérations, on a à la fois un niveau de commune et un niveau intercommunal. 3e facteur de déstabilisation, c'est que la rue est une ressource rare dont il faut gérer l'allocation. J'ai insisté sur cette rareté du trottoir comme étant un élément essentiel. Il faut bien voir que la multiplication des occupations sur cet espace rare qu'est le trottoir fait qu'il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde, en tout cas peut-être pas sur tous les trottoirs, et qu'il va falloir faire un choix entre telle ou telle occupation. Et comme on le voit dans d'autres secteurs, moi je l'avais notamment expérimenté dans le champ du développement économique, on voit que les collectivités pourraient être tentées de mettre en place un écran entre elles et les demandeurs d'occupation de la rue. Enfin, 4e facteur de déstabilisation, c'est le fait que la rue, le trottoir surtout, constitue de plus en plus un gisement de valeur. Le trottoir est rare, or ce qui est rare est cher, et le trottoir apparaît comme l'espace de la ville avec le plus de valeur. Et cette affirmation-là, ça me paraît constituer un renversement de perspective d'autant plus important pour les collectivités locales que celles-ci devraient voir leurs ressources diminuer avec les effets de la crise économique qui démarre. Et on pourrait alors imaginer, sans dire que ce soit souhaitable, que les collectivités prennent elles-mêmes l'initiative de monétiser cette valeur, ou bien que cette prise de conscience émane d'opérateurs privés qui viendraient proposer des offres de services aux collectivités locales, lesquelles y seraient d'autant plus sensibles que ces opérateurs privés pourraient leur proposer de leur reverser une partie de la valeur captée. Alors, ça pose des questions, en fait. Est-ce que demain, on aura des trottoirs en affermage ou en concession? La question peut paraître très provocatrice, mais il faut savoir que c'est déjà le cas de la plage de la Baule. Vous demandez peut-être depuis tout à l'heure pourquoi il y a cette photo en bas à gauche. La plage de la Baule, sa gestion est déléguée à Veolia. Et puis, au milieu, vous avez peut-être vu cette tribune il y a un mois de Véronique Bédag, la directrice générale adjointe de Nexity, qui a publié donc une tribune dans Le Monde où elle suggère des délégations de l'espace public, avec l'idée qu'aujourd'hui, le périmètre d'intervention des promoteurs s'élargit et passe
au fond de l'immeuble au quartier. Et puis, la question, c'est est-ce qu'on aurait demain des rues en pure gestion privée, comme on a le cas notamment en Angleterre, avec par exemple ici, un exemple à Birmingham, c'est Ozell Square, qui est en fait une place qui appartient et qui est gérée par un opérateur institutionnel privé. Voilà, cette question, elle ouvre plein d'autres questions sur lesquelles on pourra revenir, mais l'exercice est par ailleurs très stimulant sur le plan de la réflexion parce que ça pose la question du périmètre physique, du périmètre géographique, du périmètre fonctionnel des indicateurs. Alors, ce qui est certain, c'est que le trottoir, eh bien, il devient au cœur des grands enjeux urbains. Il est au cœur des enjeux sur la ville de la proximité ou de la ville du quart d'heure, qui est devenue une thématique assez à la mode. Il est au cœur de la ville résiliente, il est au cœur de la ville de l'adaptation au changement climatique. Et puis, dernier chantier dont on parle pas mal en ce moment, le chantier sur la nouvelle esthétique parisienne de la ville de Paris, mais il est au cœur aussi des sujets d'esthétique urbaine. Le trottoir, c'est le lieu de l'esthétique ordinaire, finalement, de la ville. Et de ce fait, il me semble que le trottoir, il constitue une nouvelle frontière stratégique pour plein d'opérateurs de ou dans la ville. Alors, j'en ai cité ici quelques-uns, mais par exemple, les collectivités, les aménageurs, les logisticiens, les opérateurs de mobilité, les plateformes de e-commerce, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec deux situations qui peuvent se combiner. Le trottoir est une frontière stratégique parce que c'est une ressource clé nécessaire pour exercer son activité. Par exemple, quand un logisticien veut optimiser sa logistique, non pas du dernier kilomètre, mais du dernier mètre, voire des derniers centimètres, ou bien le trottoir peut devenir l'objet de nouvelles propositions de valeur, par exemple, justement, lorsqu'un aménageur veut s'intéresser aux nouveaux usages du quartier. Et donc, pour conclure, eh bien, ma présentation, elle vise surtout à interpeller les collectivités locales sur le fait que, premièrement, le trottoir, c'est l'actif urbain avec le plus de valeur. Encore une fois, ça me paraît une évidence, mais c'est vraiment un renversement de perspective, parce que, pour en avoir discuté évidemment avec pas mal de collectivités, ce qu'on voit, c'est que souvent, elles avaient tendance à voir l'espace public comme quelque chose de coûteux à fabriquer et à gérer. Or, il est absolument indispensable, me semble-t-il, que les collectivités prennent conscience de cette valeur et que cette valeur ne soit pas captée par d'autres acteurs qu'elles. Et d'autre part, ce qu'on voit, c'est que le trottoir est un levier stratégique pour gouverner les opérateurs de la ville, notamment pour les opérateurs de l'économie numérique pour lesquels il constitue une ressource clé. Et c'est notamment une arme vis-à-vis des plateformes du e-commerce. Là, je vous cite l'urbaniste américain Anthony Townsend qui dit le trottoir doit être considéré comme une nouvelle frontière entre les économies en ligne et locales, alors que des plateformes de commerce en ligne comme Amazon sont considérées comme une menace majeure pour les commerces de proximité. Il faut bien avoir conscience que le trottoir est de facto leur quai de déchargement et constitue le point d'accès obligé au déchargement. Et il va même en fait jusqu'à imaginer un scénario où, par exemple, justement, les collectivités contraintes en termes de finances locales, en fait, pourraient décider d'échanger un droit d'accès gratuit aux immeubles à Amazon. Alors, ça pose deux questions. Ça pose d'abord des enjeux de domanialité, parce que, évidemment, en principe, le trottoir, il appartient aux collectivités locales, mais on peut voir dans un certain nombre de cas, des opérations de macro-lots ou de macro-macro-lots, où certains promoteurs vont fabriquer des trottoirs, mais qui ensuite seront la propriété de copropriétaires réunis en ASL et qui vont les gérer avec un certain nombre de questions qui sont soulevées. On doit aussi se poser la question du raid-ville comme nouveau commun urbain. Et puis, ça pose aussi des questions de tarification. Il ne s'agit évidemment pas de remettre en cause le principe cher aux urbanistes de gratuité de l'espace public pour ses usagers. En revanche, il me semble qu'on doit se poser la question de faire payer les opérateurs économiques qui utilisent gratuitement cette infrastructure pour leur activité, avec des débats qui risquent d'être animés. Comment et sur quels critères distinguer les opérateurs que l'on souhaite favoriser versus ceux que l'on cherche à éviter? Quelles sont ces activités essentielles ou non essentielles? En tout cas, ça suppose, me semble-t-il, que les collectivités gouvernent le trottoir et plus largement la rue et en aient une approche stratégique, c'est-à-dire que le sujet ne soit plus éclaté entre différentes directions, mais réuni. Et pourquoi pas imaginer un élu à la rue, même si évidemment le titre n'est pas le plus engageant. Et puis, elles doivent se poser peut-être plus largement la question, quelle est la finalité du trottoir? Alors, j'en arrive à la fin de la présentation. J'espère vous avoir convaincu que le trottoir est un sujet à la fois passionnant, mais aussi éminemment stratégique. Si ça vous intéresse, je me permets de vous renvoyer à pas mal d'articles sur mon site internet, ibcity.fr, et pas mal de billets sur mon blog, notamment si vous tapez le tag trottoir.
Voilà, enfin, c'est un sujet absolument passionnant. Vous verrez pourquoi l'essor du bord de Volvic est lié notamment au trottoir parisien. Et puis, je vous ai mis quelques ressources, mais parmi beaucoup d'autres. Sur l'histoire du trottoir, il faut donc lire Les chiffonniers de Paris, mais aussi les textes de Bernard Landau, d'André Guillerme, de Sabine Barle, de François Loyer. Sur les trottoirs en Asie et en Afrique, parce que ça aussi, c'est un sujet qui est passionnant, je vous renvoie notamment à un livre sur les trottoirs d'Ho Chi Minh, et puis un texte de l'architecte Romana Nanga dans la revue Sur Mesure. Et puis, il faut lire aussi donc, le dossier coordonné par David Mangin sur les raies de ville dans la revue Urbanisme. Et puis, sur des publications plus techniques, je vous recommande plusieurs études de la Pure, notamment une étude passionnante sur les nouveaux usages de la borne de stationnement, et puis aussi donc, un certain nombre de rapports sur le curb management. Voilà, donc j'en ai fini pour cette première présentation et je suis très curieuse de voir les réactions qu'elle va susciter chez vous. Je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle. Donc je tiens à m'excuser pour les petits soucis techniques qu'on a rencontrés au tout début. Isabelle, tu t'en es pas rendu compte, mais c'était assez haché. Il y avait un léger écho chez les gens, ça rendait l'audition difficile. Je pense que le problème est résolu et que ton intervention a été entendue. Hein. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Néanmoins, je sais que ton propos peut, la première fois qu'on l'entend, susciter un certain choc, voire un sentiment assez vertigineux de ce qui pourrait nous attendre et qu'on n'a pas forcément envie qu'il nous arrive. Moi, ça m'a fait ça la première fois que tu m'as expliqué ton travail. Donc, j'imagine que chez vous, c'est pareil. Et je vois que dans les questions qui ont été nombreuses pour l'instant, ce sentiment apparaît, transparaît. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre dans l'ordre parce qu'elles sont très diverses et j'espère qu'elles se recouperont pas trop et que ça vous gênera pas. Donc, je vais lire à Isabelle les questions une par une. Elle va y répondre et puis on essaiera d'en traiter un maximum. Voilà. Donc, la toute première, c'est on te demande, Isabelle, si tu as des auteurs pour la théorie du curb management. Est-ce qu'il y a des références précises que tu pourrais donner? Oui, je les redonnerai aussi par écrit dans l'article qui va apparaître la semaine prochaine, si vous voulez. Mais peut-être donner un ou deux noms. Oui, donc effectivement, il y a beaucoup d'articles en fait et d'études, notamment qui datent. La première, c'est une publication du NACTO. Le NACTO, c'est l'association en fait des directions de la mobilité d'un certain nombre de grandes villes américaines, enfin Canada et États-Unis. Alors, je ne vais peut-être pas vous les citer maintenant, mais je pourrais effectivement vous les renvoyer. Il y a donc notamment une publication sur curb management du NACTO. Vous avez aussi une publication qui date, je crois, de 2018 qui s'appelle The Shared Use City Managing the Curb de l'OCDE. Donc ça, on va dire, c'est peut-être les deux publications les plus substantielles. Ensuite, vous avez beaucoup d'articles sur le site de CORD. Alors, c'est évidemment des articles qui sont des articles qui défendent la vision de cet opérateur privé, mais qui sont extrêmement documentés. Donc là, vous avez beaucoup de choses là-dessus. Je vous renvoie, Gabriel Plassa de l'ADEME a traduit justement des travaux là-dessus. Dans le cadre de l'étude sur la rue de demain, donc pour le Grand Lyon, l'étude est parue, mais elle n'est pas encore diffusée, mais il y aura tout un chapitre justement sur le curb management. Je me permets aussi éventuellement de vous renvoyer un article que j'avais fait dans la revue Futurible où j'explore un petit peu tous ces sujets-là. Voilà, donc en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a beaucoup de travaux et ce qui m'étonne, c'est le fait que finalement, ils sont assez peu importés en France. Peut-être la fois où, on va dire, j'en ai vu la traduction la plus concrète, c'était notamment en novembre 2019, au moment où on avait le Black Friday et où la ville de Paris anticipait en fait une explosion des colis livrés dans Paris et avait commencé à suggérer, il y avait eu une tribune qui avait été signée par Jean-Louis Missica et Ariel Veil notamment sur le fait d'imaginer un système de réservation des places de stationnement de livraison. Voilà. Encore une fois, je me tiens à votre disposition pour vous donner les références plus précises et les liens. Merci Isabelle. Alors, on a plusieurs questions et c'est moi qui vais y répondre, qui demandent pourquoi n'ont pas été évoqués les principaux usagers du trottoir, c'est-à-dire les piétons. Je pense qu'Isabelle l'a bien précisé dans son introduction, mais peut-être c'était le moment où c'était assez peu audible. C'est que c'est vrai que ce n'est pas le sujet de son travail, ce n'est pas le sujet de ce travail-là.
Donc, si on vous a proposé ce rendez-vous-là, c'est justement pour avoir cette autre manière de penser qui, c'est vrai, sort des sentiers battus de l'urbanisme. On aurait pu inviter un urbaniste ou quelqu'un dont c'est le principal propos, et on a volontairement, on est sorti de ce champ-là. Donc voilà, c'est pas qu'elle n'en tient pas compte, Isabelle, c'est que c'est pas le sujet de ce travail-là. Donc je voulais quand même le préciser parce que j'ai vu 2-3 questions comme ça et ça me paraît important de dire que oui, bien sûr qu'on pense à la place du piéton, mais ça, c'est quelque part le travail quotidien des urbanistes. Et là, on a voulu sortir de ça. Donc, si je peux me permettre juste de compléter par rapport à ça. Donc effectivement, hein, je l'avais dit, hein, je vous faisais référence, alors si ça n'a pas été audible, j'en suis désolée, mais je faisais référence notamment à l'article là très récent d'Olivier Rasmond dans Le Monde sur le piéton. L'idée, c'est qu'évidemment, je n'oublie pas le piéton en fait, hein, je sais que c'est essentiel, mais effectivement, comme l'a rappelé Vanessa, l'idée c'était de prendre un peu le contre-pied pour regarder d'autres choses qu'on oublie. Et puis tout ce que je décris en fait sur l'encombrement du trottoir, ça impacte évidemment directement le piéton. Parce que plus il y a d'encombrement, moins il y a de place pour le piéton. Et donc, on voit bien d'ailleurs que cette question du taux d'encombrement pourrait être un nouvel indicateur justement de ce qui prend place sur le trottoir. Je pense par exemple à la question du mobilier urbain. Mais voilà, donc c'est évidemment le trottoir, il est largement dévolu aux piétons, mais je pense qu'il faut parfois décaler un peu le regard parce que justement, ce sont des choses qui sont en train d'arriver qui impactent le piéton. Alors, on a une question un petit peu basique qui peut permettre de resituer les choses pour ceux qui ont trouvé le propos assez complexe. Et c'est vrai qu'on peut le trouver complexe de prime abord. Hein. Moi, ça m'a fait cet effet. C'est une question d'Olivier Rasmond qui est en ligne avec nous, que je remercie d'être là, qui lui, justement, a traité la place du piéton sur les trottoirs tout récemment, effectivement, et qui pose la question de quelle rue s'agit-il. Et moi, j'interprète cette question, c'est-à-dire, est-ce que ça vaut pour toutes les rues, pour tous les trottoirs, ce que tu nous as décrit, Isabelle ? Oui, alors effectivement, alors ça aussi, donc je sais pas quelle partie, enfin j'espère qu'il y a un petit peu de la présentation qui a été audible, hein, mais effectivement les rues dont je parle, ce sont principalement les rues des cœurs métropolitains avec une certaine densité ou les rues principales des villes moyennes. Donc effectivement, il y a tout un travail typologique à faire. Et c'est vrai que la configuration des rues n'est jamais la même. Et effectivement, le propos peut varier également en fonction tout simplement de la physionomie de la rue, en fonction en particulier de la largeur possible de la rue. Donc voilà, donc mon propos, il n'est pas contextualisé sur une rue en particulière, il a plus vocation à ce stade à pouvoir justement indiquer ce sur quoi il faut porter le regard. Peut-être un deuxième élément, et peut-être pour préciser le sens du travail justement sur lequel j'ai moins insisté, mais qui est le sens notamment du travail là, pour la direction de la prospective du Grand Lyon, c'était de faire le portrait d'un certain nombre d'opérateurs de la ville en montrant comment chacun de ces opérateurs du trottoir pose des questions prospectives en fait. Par exemple, si on prend certains exemples d'opérateurs de trottinettes comme TIR, qu'est-ce que ça veut dire lorsque les plateformes mettent l'empreinte carbone au cœur de leur proposition de valeur? Plume Labs, qu'est-ce que ça veut dire lorsque la mesure est distribuée? Les alchimistes, qu'est-ce que ça veut dire lorsque le traitement des déchets devient un nouveau coût urbain en fait? Voilà, donc l'idée c'est encore une fois moins de contextualiser à ce stade le travail très précisément sur une rue que d'en donner des clés de lecture pour le regarder différemment. Voilà, je vais citer 3 questions, des remarques. On nous demande s'il y a des trottoirs plus prisés que d'autres. Bon, je pense que tu viens un petit peu d'y répondre indirectement, mais peut-être que tu voudras dire autre chose. On a une personne qui nous dit qu'on en arrive à une smart colonisation pour seul avenir, avec une collision entre le profit, le contrôle dans tous les domaines. Donc ça, c'est vrai que ça peut, ton propos peut laisser penser qu'on va arriver à des situations comme je le disais, qui peuvent faire peur. On nous parle de problématiques liées à des aménagements cyclables. Est-ce qu'il y a le partage entre les usagers sur le trottoir est-il toujours bien reçu? Et je t'en dis une quatrième et tu piocheras un petit peu comme tu veux parce que les questions sont très diverses. Y a-t-il une réelle stratégie écrite de l'appropriation du trottoir par les acteurs du numérique? Pour ce qui concerne la livraison du e-commerce, d'une certaine anarchie, où finalement rien n'a été anticipé de la part des collectivités comme de la part des acteurs du numérique qui sont pourtant dans l'optimisation permanente. Voilà.
Je te laisse répondre à ce que tu penses être intéressant. D'accord. Alors, sur des trottoirs plus précisés les uns que les autres, oui, enfin, notamment, il y a la question des trottoirs au soleil. Les trottoirs impairs des Champs-Élysées n'ont pas la même valeur que, enfin, plutôt les commerces sur des trottoirs impairs n'ont pas la même valeur que les trottoirs sur les commerces pairs, enfin, dans l'autre sens. Alors, sur la dimension smart, alors j'ai manifestement raté ma présentation parce que l'enjeu, c'était pas simplement d'insister sur la seule transition numérique, hein, mais c'était bien sur l'ensemble des transitions, avec l'idée que la transition numérique et écologique se combinent. Donc, ça n'est qu'une dimension du sujet. Encore une fois, je pense que les occupations du trottoir s'intensifient pour plein d'autres raisons que j'ai essayé de citer. Néanmoins, ce que je crois, alors j'aime pas non plus trop le terme de smart, parce que par exemple, je n'aime pas le terme smart city parce qu'il serait pensé que les villes ont le choix de s'engager ou pas dans une stratégie smart, et puis surtout, il est très technocentré. En revanche, je suis assez fondamentalement convaincue que la transition numérique saisit les villes et qu'elle emporte des conséquences assez majeures, mais dont on perçoit les conséquences au quotidien, ne serait-ce le fait qu'on soit tous connectés aujourd'hui à distance à travers le numérique, en fait. Notamment, ça, c'est des travaux qu'on a menés avec Parties Prenantes et Espelia sur les nouveaux modèles économiques urbains, où on essaye de voir comment, en fait, ce qu'amène le numérique. Alors, quand je dis amène, hein, c'est l'idée de se dire qu'en fait, le numérique change pas mal de choses dans la fabrication et les usages de la ville, et ce sont autant des menaces que des opportunités. Simplement, ça bouscule les manières de faire, et donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que le numérique qui saisit la ville se fasse au bénéfice des villes et de leurs habitants, et pas à leur détriment. Mais simplement, l'idée, c'est de se dire, il faut prendre à bras le corps ces changements qui arrivent, parce que si on ne le fait pas, eh bien, on les subira sans avoir la possibilité d'influer là-dessus, en fait. Voilà, et ces changements, c'est notamment la dimension temps réel qui est extrêmement importante. Alors, il y a aussi tout un sujet, en fait, plus largement, qui est notamment très bien traité par Benjamin Pradel sur la dimension temporelle de l'espace public, en fait, hein, ce qu'on a vu aussi avec, par exemple, le fait d'avoir des rues qui sont fermées à certains moments de la journée ou certains mois, mais plus que le temps en général, voilà, cette dimension de temps réel, c'est vraiment un des effets, pour le coup, je pense, du numérique. Un autre aspect, c'est la multitude, c'est le fait que chaque habitant, usager, consommateur n'est plus simplement en bout de chaîne, mais devient producteur. Il devient producteur de données, il devient producteur d'énergie, il devient producteur de plein de choses. Les permis de végétaliser, c'est justement le fait que, à nouveau, cet habitant devienne acteur, en fait. Peut-être une troisième conséquence très importante, c'est l'idée de sur-mesure. En fait, ce que permet, et encore une fois, quand je dis permet, ça présente des avantages et des inconvénients. Ce que permet le numérique, c'est l'hyper-personnalisation. C'est le fait de traiter chacun de manière sur mesure et d'être capable de proposer des offres sur mesure aux habitants des villes. Et puis peut-être le dernier effet, c'est l'idée de souscription. Ce qu'on voit, c'est... alors on a parlé de l'ubérisation de l'économie, mais là, on peut parler aussi de la Netflixisation de la ville, peut-être, avec de plus en plus, en fait, des systèmes d'abonnement, de souscription qui sont proposées aux habitants des villes. Par exemple, j'avais posé un peu la question, est-ce que demain les habitants des villes, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils auront des chaussures sur abonnement? Alors pourquoi je posais la question? C'est parce que vous avez par exemple une société suisse qui s'appelle On Running, dans laquelle a investi Roger Federer, en fait, et qui propose des baskets sur abonnement, avec un argument qui est de dire que ça permet l'économie circulaire, puisque du coup les gens pourront redonner leur basket usagée et elle pourra être recyclée. Et tout ça, ce qu'on voit, c'est que justement de plus en plus, comme avec la mobilité as a service, on a sans doute de plus en plus de bouquets d'offres de services urbains qui vont être proposés, avec plein de questions, notamment parce que ça brouille les frontières habituelles entre public et privé. Donc, juste pour terminer là-dessus, voilà, pour dire, l'idée, c'est encore une fois pas du tout de défendre en fait quelque chose qui arrive, mais c'est d'alerter sur des transformations qui sont à l'œuvre et dont je pense qu'il faut absolument les traiter de manière frontale, parce que sinon on les subira. Alors, on a plusieurs questions qui tournent un petit peu autour de la même thématique, donc je te les résume. C'est est-ce qu'il existe des exemples réussis de bonne gestion en France ou en Suisse, me demande-t-on, de politiques publiques liées à la bonne gestion, planification du trottoir. Et une autre personne dit, effectivement, il semble être déjà au fait des choses en Amérique du Nord, mais ça ne semble pas être le cas en Europe. Donc, qu'en est-il réellement? Est-ce que tu as connaissance de choses intéressantes, de réflexions en France qui sont menées sur ce sujet, de manière poussée? Ouais, je dirais que ça dépend de quel point de vue on parle, en fait. Est-ce qu'effectivement, c'est
des exemples de rues qui sont plus appropriables par les piétons ou par leurs habitants. Encore une fois, je pense que cette question du riverain qui a un rôle à jouer dans la rue et pour qui la rue devient le prolongement de son domicile, ça devient très important. Juste, je voudrais vous citer un point. Vous avez peut-être vu, en fait, donc la ville de Paris, en fait, en supprimant les places de stationnement, avait lancé une grande consultation qui disait qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 10 mètres carrés en bas de chez vous. Et pourquoi 10 mètres carrés? Parce que c'est la place qu'occupe une place de stationnement, en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'autre jour, la présidente de l'Ordre des architectes en Île-de-France rappelait qu'en quelques années, eh bien, la taille moyenne des logements s'était réduite de 10 mètres carrés. Alors évidemment, les chiffres n'ont rien de comparable, mais vous voyez, c'est un petit peu comme si, finalement, les 10 mètres carrés qu'on avait perdus dans le logement, on les redonnait à l'habitant riverain sous forme d'une place dans la rue. Donc, pour répondre plus directement à la question, voilà, exemple réussi, ça dépend à mon avis un peu de quoi on parle. Et puis ensuite, en termes de pratique, voilà, je pense que la vraie question, c'est qui se saisit encore une fois de ces sujets. Si je reviens sur le cas du curb management, on voit par exemple un certain nombre de villes, notamment c'est la ville de Seattle, qui pour le coup a pris le sujet à bras-le-corps et qui a décidé d'être elle-même l'opérateur de ce curb management et de pas laisser la gestion de cette nouvelle fonction à des opérateurs privés. Il y a une question qui touche plus aux mutations, à la mutation écologique, avec une personne qui parle de micro-bornes de compostage auxquelles tu as fait référence et qui te demande si le trottoir, selon toi, a vocation à évoluer dans son utilité pour être plus en face avec la ville de demain sous le volet de l'évolution climatique. Puisqu'on a évoqué beaucoup la transition numérique, mais moins climatique. Oui, alors là-dessus, je pense qu'il y a plein de sujets qui sont en train d'émerger. Moi, ce qui me frappe, c'est effectivement deux débats qui se rejoignent et qui rejoignent la question de la place des réseaux. C'est de manière générale la question de la miniaturisation des réseaux. Et ce qu'on voit justement, c'est que par exemple, jusqu'à présent, tout ce qui était lié au compostage urbain, ça se passait très loin des villes. En fait, de plus en plus, en fait, l'idée, c'est de ramener ces fonctions dans la ville avec justement, par exemple, des micro-plateformes de compostage urbain, voire encore de manière plus petite pour qu'elles prennent place sur le trottoir, des bornes d'apport pour le compostage urbain. Donc là, je crois qu'il y a un vrai rôle, en fait, du trottoir comme nouvelle infrastructure pour permettre justement ces nouvelles pratiques, on va dire, autour de l'économie circulaire ou de la transition écologique. Après, il y a tout un sujet sur la question de l'autonomie par rapport aux grands réseaux centraux, alors qui pose après d'autres questions, qui sont des questions plus un peu d'équité dans la ville, parce que derrière les grands réseaux urbains, en fait, ce qu'on avait, c'était aussi des modèles de péréquation entre les différents habitants de la ville. Qu'est-ce qui se passe si on a des réseaux qui sont plus dissociés les uns des autres? Est-ce que tout le monde va payer la ville au même prix? Est-ce que tout le monde aura des réseaux urbains de même qualité? Est-ce qu'on ne va pas avoir des villes avec différents niveaux de services? Donc ça, je pense que c'est des enjeux qui se posent. Voilà, il y a aussi pas mal effectivement de réflexions sur la dimension plus végétale du trottoir, la dimension de l'agriculture urbaine. Je vous renvoie notamment à une association qui s'appelle Belle de Bitume et qui proposait des visites à Nantes sur les végétaux qui fleurissent en fait sur les trottoirs, avec notamment la ruine de Rome, qui est la fleur manifestement privilégiée qui prend sa place sur les trottoirs. J'ai une question un peu plus technique, vraisemblablement d'une personne qui travaille en collectivité. Donc, je vais la lire in extenso, elle est plus technique, vous verrez. Donc, qu'en est-il des espaces communs ouverts à tous sur du foncier bailleur qui parfois ne sont pas différenciés par les habitants du territoire avec ce que l'on appelle l'espace public? En termes de coordination et de fédération des acteurs, les bailleurs sociaux sont souvent concernés, notamment sur la question de la limite privé-public en termes de gestion ultérieure pour les trottoirs et d'espace de dilatation. Je ne sais pas si Isabelle, ça te parle. Ouais, si, je pense qu'il y a un vrai sujet en fait. Alors on a mené avec le Sens de la Ville et l'étude Chevreux une étude là, qui doit sortir pour l'Union sociale de l'habitat sur le fonctionnement des immeubles de logements sociaux produits dans le cadre de Macrolot, avec une vraie question qui est la question de, alors je réponds peut-être de manière un peu technique, mais la question d'articulation entre la maille de fabrication des projets et la question de la maille de gestion des projets. Avec effectivement de plus en plus en fait des macrolots qui sont réalisés avec des immeubles ensuite, donc qui sont réalisés par le promoteur mais cédés au bailleur social
et qui se retrouve du coup, le bailleur social, un des acteurs parmi d'autres à gérer ces espaces qui sont à l'intérieur de l'ensemble immobilier. Et effectivement, du coup, ça pose la question de qu'est-ce qu'on appelle un espace public, et ça suppose de distinguer sans doute plusieurs registres. Le registre de la propriété, donc à qui appartient cet espace, et le registre de l'accessibilité, en fait. Est-ce que cet espace, il est accessible à tous ou pas? Mais effectivement, cette problématique, je pense que c'est une problématique qui est en train de monter, avec le fait que ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, effectivement, les promoteurs changent d'échelle, deviennent des ensembliers urbains, et alors que leur échelle d'intervention, c'était traditionnellement la parcelle, c'est de plus en plus des macro-lots. Donc on va être, je vous renvoie notamment au livre de Jacques Lucas sur Où va la ville aujourd'hui, où on va être sur des emprises foncières, on va dire, de l'ordre de 1 ou 2 hectares, voire à des opérations qui sont sur des tailles beaucoup plus conséquentes. Et donc là, il y a une vraie réflexion à avoir, dont je trouve qu'on parle assez peu. C'est effectivement de se dire, la question, c'est peut-être pas forcément tant de savoir qui va fabriquer ce morceau de ville que la question de qui va le détenir derrière. Est-ce que c'est effectivement une association syndicale libre, donc une forme de copropriété, mais avec des règles différentes qui posent d'autres questions, ou bien est-ce qu'on a bien une reprise en main par la collectivité, notamment des espaces publics? Alors, on a une question sur le trottoir en tant que source de revenus. Donc, il est déjà source de revenus puisque les cafetiers paient leurs terrasses, tout comme les restaurateurs, mais c'est bien l'un des seuls revenus engrangés directement. Et le participant nous demande comment on pourrait élargir ces sources de revenus, à qui exactement et surtout comment faire. Voilà, c'est la question de la monétisation de ce trottoir. Ben alors déjà, je pense que la première chose à faire, c'est d'ouvrir le débat. En fait, je trouve que le débat sur cette question de la tarification du trottoir, il est très vite étouffé par le principe qui est l'idée que l'espace public, il est libre d'accès et gratuit. D'une certaine manière, on a vu ça, alors même si ça ne concernait pas le trottoir, mais on a vu ça avec les débats sur les péages urbains. Vous savez que, alors sans dire là aussi que ce soit bien ou pas bien, mais en tout cas que le sujet mérite d'être instruit. Le sujet devait figurer en 2019 dans la loi d'orientation sur les mobilités, et puis finalement il avait été supprimé à la suite des Gilets jaunes en fait. Mais encore une fois, voilà, ce que je pense, c'est que c'est des sujets qui sont en fait quand même un peu complexes, enfin, qui supposent un peu de pédagogie et qui supposent d'éviter des réponses qui seraient trop manichéennes. Effectivement, dès lors qu'on parle de tarification du trottoir, c'est un peu un sujet repoussoir parce qu'on se dit, ben non, on ne va pas faire payer les rues aux habitants. Mais encore une fois, l'idée, c'est de bien distinguer les deux. Et alors là, ça suppose déjà de bien réfléchir justement aux nouvelles occupations. Aujourd'hui, ce qui va permettre de facturer, entre guillemets, le trottoir, c'est le fait d'avoir des conventions d'occupation du domaine public, en fait. Or, aujourd'hui, il y a tout un débat sur ce qu'on appelle justement le curb kiss, le baiser du trottoir. Le fait que de plus en plus en fait, d'opérateurs que j'évoquais, notamment les plateformes de livraison ou les plateformes de type Uber, vont en fait utiliser le trottoir ou la bordure de trottoir de manière extrêmement éphémère, le temps de juste de la toucher d'un curb kiss en fait. Et donc ça pose la question. Première question, c'est de se dire, est-ce que justement, il n'est pas temps de changer le critère en fait qui va justifier cette occupation, mais ça pose plein de questions juridiques. Je vous rappelle aussi, il y avait eu des débats en 2011 à Avignon, notamment autour de ce qu'on avait appelé les taxes kebab. En fait, la question, c'était de savoir s'il fallait faire payer, par exemple, les gens qui stationnaient devant un distributeur automatique de billets au motif qu'ils utilisaient justement l'espace public, en fait. Alors, on avait appelé ça la taxe kebab parce qu'en réalité, ça avait été vu comme une manière surtout d'éviter que les gens stationnent devant des kebabs, et c'était une manière d'interdire sans le dire les kebabs. Et le Conseil d'État, en fait, avait pris une position tout à fait nette en disant que non, il ne pouvait pas y avoir de tarification parce que précisément, il n'y avait pas de convention d'occupation du domaine public. Ensuite, ça pose la question de la valeur justement des rues. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, sur la question des terrasses, on va avoir en fait, par exemple, la ville de Paris va être découpée entre 5 grands types de facturation, de commercialité, mais sans doute qu'aujourd'hui, 5 catégories, c'est sans doute insuffisant, alors même qu'on voit que justement, toutes les occupations du trottoir n'ont pas forcément la même valeur en fait, pour un trottoir donné. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un chantier à ouvrir en fait. Je pense que c'est absolument essentiel en fait parce que encore une fois ces questions-là elles sont devant nous, mais je pense que ça
suppose de prendre le temps de le poser calmement, en fait, et de surtout pas avoir de réponse trop rapide. Et puis, j'insiste sur un point. Ce que le numérique fait aussi, c'est qu'il contribue à changer la nature du gratuit, en fait. Le gratuit en ville, moi j'avais été très marquée par le livre en 2007 de Denis Oliven, le patron de la FNAC à l'époque, qui s'appelait La gratuité c'est le vol. Parce que moi à l'époque je travaillais beaucoup avec des architectes urbanistes pour lesquels, encore une fois, ce principe de gratuité de l'espace public il est majeur, mais ce qu'on voit c'est que la gratuité dans la ville, jusqu'à présent, elle était fondée sur le couple usager-contribuable. C'était gratuit pour l'usager parce que c'était payé par le contribuable. Or, avec le numérique, ce qu'on voit, c'est qu'on a des nouveaux modèles de gratuité qui se mettent en place, autour notamment des modèles freemium, des offres de base gratuites avec des offres sophistiquées payantes, ou avec justement ces plateformes bifaces, où on a en fait intérêt à subventionner certains usages des plateformes. Donc, tout ça pour dire qu'il y a aussi ces réflexions, si on ouvre le débat sur la tarification, il y a aussi toute cette réflexion sur comment aujourd'hui le gratuit est rendu possible et par qui, et avec quels inconvénients ou avantages. Et derrière tout ça, c'est vraiment des enjeux que je pense majeurs sur la question du qui paye la ville, en considérant que c'est un sujet éminemment politique dans le sens noble du terme, puisque derrière, c'est l'enjeu de l'équité urbaine en ville. Oui, Isabelle, je vais te poser une question qui, moi, m'intéresse à titre personnel, donc ma question. Tout ce que tu développes, on se dit que ça ne risque pas de nous tomber dessus à nous. Bon, moi, je travaille pour l'agence d'urbanisme de Dunkerque. Donc, dans quelle mesure une ville moyenne comme Dunkerque est-elle concernée par ce que tu nous annonces? Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce que les techniciens, les élus doivent anticiper? On en est où? Encore une fois, mes travaux sont au début, c'est déjà c'est cette prise de conscience. Encore une fois, je pense que c'est pas si évident. C'est déjà de prendre conscience qu'il faut regarder le trottoir et que c'est une ressource rare. Déjà, poser ce constat-là ou cette affirmation-là, c'est déjà, à mon avis, un premier jalon pour ensuite en décliner des hypothèses. Ensuite, je pense qu'il y a par exemple certains sujets justement sur la question de l'accès au centre-ville. Aujourd'hui, je pense à un exemple en particulier. Aujourd'hui, par exemple, on a des bornes qui sont des bornes qui vont limiter l'accès aux riverains pour leur voiture et finalement alors ça pose aussi la question de la place de la voiture en ville, mais finalement tous les riverains de la rue sont concernés de la même manière que les personnes extérieures à la rue. Or, justement, ce que permet pour le coup le numérique, c'est d'individualiser la question par exemple de l'accès en fait. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tous les systèmes de péage ou de barrières d'accès, c'était des systèmes physiques en fait. Aujourd'hui, ce qu'on peut avoir, c'est des modalités d'accès à certaines rues qui passent par des systèmes qui peuvent être beaucoup plus sur mesure et donc justement permettre de distinguer l'habitant de la rue versus un habitant ou un touriste extérieur à la rue. Merci. J'ai sélectionné 2 dernières questions et puis après on se dira au revoir. Donc la première de ces 2 questions, elle émane de Philippe Druon, je pense que tu le connais, le président, l'ex-président maintenant puisqu'il vient de passer la main de l'association des urbanistes. Donc le stationnement des véhicules sur le trottoir n'est-il pas la première et la plus fréquente privatisation? Donc, je ne suis pas étonnée de cette question de Philippe Druon. Et ensuite, la facturation du trottoir est-elle déjà différenciée en fonction d'un critère de rareté actuellement à Paris? Alors, sur la première question, oui, alors encore une fois, le terme privatisation, c'est un terme, ça dépend de quoi on parle. Est-ce que c'est privatisation au sens où c'est fabriqué par un opérateur privé? Est-ce que c'est privatisation au sens où ça appartient à un propriétaire, ce que j'évoquais avec le cas des associations syndicales libres? Est-ce que c'est une privatisation au sens où c'est un usage privé? Donc oui, évidemment, clairement, la question du stationnement sur l'espace public pose question. Et d'ailleurs, le sujet du stationnement, c'est un sujet absolument passionnant parce que parce qu'il est aussi à cette question de l'interface entre la mobilité et l'immobilité de la rue, justement, en fait. Et ensuite, sur la question de la tarification, le sujet du stationnement, c'est aussi un sujet majeur en termes de modèle économique, parce que, en tout cas, sur les opérations d'aménagement nouvelles, il est clair que le fait de prévoir des stationnements, c'est un coût supplémentaire pour l'opération qui est soit supporté par l'aménageur, soit par le promoteur, mais in fine, c'est répercuté sur l'habitant de la ville.
Et sur la question de la tarification, pour le moment, sauf erreur, justement, le critère de la rareté n'est pas un critère qui est pris en compte dans la question de la tarification. Et là-dessus, c'était Jean-Bernard Roby, qui est professeur de droit, qui disait justement que cette question de la rareté devait sans doute être un critère juridique qui pourrait être davantage pris en compte, mais ça suppose une évolution du droit de l'urbanisme. Merci beaucoup Isabelle. C'est déjà fini. On aurait sans doute bien aimé que ce soit un petit peu plus long. Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous derrière votre écran d'avoir assisté à ce webinaire. Donc ce webinaire, il rentre dans le cadre d'un cycle plus général sur les espaces publics. Donc vous allez avoir pas mal de propositions, de webinaires et des articles sur ce thème des espaces publics qui est un sujet qui est creusé par l'agence d'urbanisme de Dunkerque en ce moment. Je remercie Franck Mérel, le directeur de l'AGUR, Bernard Westbecker, le président, Alain Caneparo qui était à la technique ce matin. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup aussi. Merci Isabelle.